Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, l'Aïd el-Fitr avait un goût amer cette année au Soudan. Les combats entre militaires et paramilitaires se poursuivent malgré l'annonce d'un cessez-le-feu et la fin du Ramadan. Le bilan humain a franchi la barre des 400 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Gabon et la Chine s'engagent à approfondir leur coopération économique. La coopération qui s'est avérée fructueuse l'an dernier avec 4,55 milliards d'échanges commerciaux enregistrés en 2022. Et puis, régulation du secteur immobilier au Burkina Faso. Les autorités ont adopté un projet de loi visant à encadrer l'activité de promotion immobilière dans le but de mettre fin aux dérives. Au Soudan, malgré l'annonce la veille d'un énième cessez-le-feu pour l'Aïd el-Fitr, les habitants de Khartoum ont vécu une fin de Ramadan sous fond de tirs et d'explosions ce vendredi. Plus de 5 millions d'habitants sont toujours pris au piège au milieu des affrontements qui opposent l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Le président du Conseil de souveraineté ne semble pas disposé à respecter le cessez-le-feu réclamé par la communauté internationale. Dans sa première allocution télévisée depuis le début des hostilités, il a affirmé qu'il n'y aurait pas de discussion politique avec son rival Mohamed Hamdan Daglo à la tête des FSR. Il a par ailleurs appelé le peuple à faire preuve de résilience. Je vous propose de l'écouter. Le Soudan passe cette année l'Aïd el-Fitr avec des plaies graves. Il y a eu des morts et des blessés, des familles ont été déplacées, des installations et des maisons ont été détruites. La désolation, la destruction et le retentissement des balles n'ont laissé aucune place à la joie que notre peuple mérite dans toutes les régions de ce pays. C'est un triste sort. Cependant, il reste un espoir constant que nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus unis, plus forts et plus cohérents. Une seule armée, un seul peuple, voilà notre devise. Ces affrontements qui ont éclaté à la mi-avril au Soudan ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3500 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pour ne rien arranger, l'aide humanitaire est prise au piège par les combats. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réitère les appels au cessez-le-feu et invite les belligérants à entamer des pourparlers politiques. Écoutons-le. Je suis profondément préoccupé par le terrible bilan humain parmi les civils. La situation humanitaire épouvantable et la perspective terrifiante d'une nouvelle escalade. Des centaines de personnes ont été tuées et blessées. Les combats dans les zones urbaines sont particulièrement dangereux pour les civils, y compris les enfants qui auraient été contraints de se réfugier dans des écoles et d'évacuer des hôpitaux sous le feu. Je continuerai à user de mon pouvoir en étroite coordination avec nos partenaires pour établir un cessez-le-feu, désamorcer les tensions et entamer des pourparlers politiques. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple soudanais, en plein soutien à ses souhaits d'un avenir pacifique et sûr et d'un retour à la transition démocratique. Gabon-Chine, une relation commerciale fructueuse. L'année 2022 l'atteste. En effet, le volume des échanges entre les deux pays a atteint 4,55 milliards de dollars. Ce partenariat riche, les deux pays souhaitent le renforcer. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a d'ailleurs achevé une visite ce vendredi 21 avril en Chine. Notons qu'outre l'approfondissement de la coopération économique, les deux parties envisagent également d'accroître leurs échanges sur le plan politique. Nathalie Mo. Partenariat stratégique entre le Gabon et la Chine à la clé de la visite d'État du président gabonais Ali Bongo Ondimba à Pékin, capitale chinoise. Les deux pays historiquement amis ont entrepris un renforcement de leur coopération à l'échelle globale. Des rapports qui seront basés sur la haute confiance politique mutuelle, l'intégration économique profonde et l'entraide sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, l'intensification des échanges entre les gouvernements centraux et locaux, les organes législatifs, les partis politiques et la bonne gouvernance. Je me réjouis de la confiance politique mutuelle entre nos deux pays et de l'intérêt constant que nous accordons, vous et moi, au développement et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération historique entre le Gabon et la Chine. Le Gabon et la Chine vont parallèlement accroître leurs relations sur le plan économique. Les deux parties ont convenu d'élever le niveau du commerce bilatéral grâce
à l'augmentation du volume des échanges commerciaux. Le pays d'Afrique centrale va bénéficier du soutien chinois pour l'exécution du plan stratégique Gabon émergent. Le modèle de développement de la Chine et les progrès accomplis par votre pays sont un exemple pour les pays en développement, une source d'inspiration pour le Gabon. C'est donc le lieu de vous réaffirmer notre disponibilité à accueillir davantage des investissements directs chinois dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, du tourisme, des industries de transformation, des TIC, des banques et des transports entre autres. En 2022, le volume des échanges entre les deux pays a atteint 4,55 milliards de dollars, faisant de la Chine le premier partenaire commercial du Gabon pour la 9e année consécutive. Le président Ali Bongo Ondimba est le premier dirigeant africain à effectuer une visite officielle en Chine depuis la réélection du président Xi Jinping le 10 mars 2023. Le président Bongo Ondimba, sur invitation de son homologue chinois, a multiplié des audiences avec le gouvernement de son partenaire asiatique du 18 au 21 avril 2023. Vers le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée congolaise. 27 millions de dollars vont être débloqués en ce sens par la Chine, l'empire du milieu qui se positionne en partenaire stratégique de la République démocratique du Congo dans la lutte pour la préservation de sa souveraineté. Séverin Douke. Une réponse à l'appel du président de la République, Félix Tshisekedi, pour soutenir la modernisation des forces armées congolaises. Dans un entretien à Kinshasa, lundi 17 avril 2023, avec le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhou King, a confirmé l'appui de 160 millions de yuan, environ 27 millions de dollars, promis en janvier pour le renforcement des capacités de défense et de sécurité de la RDC. Le pays veut apporter la riposte aux différents groupes armés qui terrorisent la population en occupant des pans du territoire. Il y a autant de morts, de viols, des crimes de tout genre, de barbarie la plus extrême est démontrée dans ces territoires. Après le CNDP, c'est le M23. Il faut endiguer ce fléau. L'armée a besoin d'être soutenue, a besoin d'être équipée. Nous avons entendu plusieurs fois les militaires de terrain se plaindre du manque de ressources, de munitions, de provisions, de rations, etc. Donc, il faut vraiment concentrer les moyens physiques, humains, matériels, financiers pour écraser cette guerre une fois pour toutes. Les forces de défense de RDC sont engagées dans une crise sécuritaire aux frontières, notamment contre les rebelles du M23 à l'Est. Une crise qui a déjà causé de milliers de morts et de déplacés de guerre, conduisant plusieurs groupes armés congolais à former une coalition pour lutter contre l'agresseur. La Chine se pose en partenaire de la RDC dans ce combat pour la restauration de sa souveraineté. Le gouvernement de Xi Jinping va disponibiliser la somme de 160 millions de yuan dans le cadre de cette coopération militaire, dans l'optique de permettre à la RDC de se développer dans le secteur, comme elle a démarré son programme d'industrie militaire. Pour la défense de l'intégrité de son territoire, la RDC coopère avec différentes forces militaires, à l'instar de la force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont le mandat d'opération en RDC est arrivé à terme en mars dernier. Si le processus du retrait du M23 est respecté, il n'y aura plus l'utilité d'avoir cette force au-delà d'un délai de 3 mois, mais cela dépendra aussi de l'évolution de la situation sur le terrain, a déclaré Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté le mois dernier un avant-projet de loi portant promotion immobilière. Selon le ministre de l'Urbanisme, ce projet de loi a pour but de recadrer le secteur de l'activité de promotion immobilière afin d'endiguer les dérives constatées. Le projet de loi est également censé impacter positivement la politique publique en matière de production de logements dans le pays. Les précisions de Paul-Marcel Mayagui. Au Burkina Faso, la question de la gestion du patrimoine foncier national et celle du secteur de l'immobilier sont au cœur des préoccupations du gouvernement de transition. Afin de garantir une meilleure gestion des terres et préserver les terres cultivables pour les générations actuelles et futures, le gouvernement a adopté en mars 2023 un avant-projet de loi portant promotion immobilière. En adoptant cet avant-projet de loi, le gouvernement de la transition affiche clairement sa volonté d'assainir la pratique de l'activité de promotion immobilière et de mettre un terme aux graves dérives constatées jusque-là. Autrement dit,
L'adoption de cette nouvelle loi contribuera à lutter contre l'accaparement des terres, à assurer une meilleure gestion du foncier national et à préserver les terres cultivables pour les générations actuelles et futures. À peine adopté par le gouvernement, l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière suscite une véritable polémique. Si certains acteurs du secteur immobilier ont accueilli favorablement cette loi, d'autres par contre estiment que ce texte pourrait créer une déchirure du tissu social car il dénie aux propriétaires terriens le droit de jouir de leurs biens selon leur convenance. Une situation que le gouvernement tient à clarifier. Le projet de loi relatif à la promotion immobilière au Burkina Faso s'inscrit dans la satisfaction de l'intérêt général de tous les Burkinabés et vise surtout à désamorcer ce que beaucoup ont convenu d'appeler la bombe foncière. Je voudrais également insister sur le fait que cette loi ne vise aucunement des intérêts personnels, que ce soit vraiment clair à ce niveau, elle ne vise aucun intérêt personnel. Vaste plateau de 27,4 millions d'hectares enclavés de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est un pays agricole. 33% de la superficie totale du pays est destinée à l'agriculture. Pour garantir une meilleure gestion du patrimoine foncier national afin d'éviter une autre crise que les Burkinabés redoutent après la crise sécuritaire que vit le pays depuis 2015, l'exclusivité est reconnue à l'État dans la mobilisation de la terre en vue de la promotion immobilière. Toujours dans l'actualité, le continent africain dispose désormais de son premier centre de production de vaccins à base d'ARN messager. Il a été implanté dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Une réponse très attendue à la délicate question d'équité et d'inclusion en matière de vaccins soulevée lors de la crise sanitaire du Covid-19. Inaugurée le 20 avril, l'infrastructure est évaluée à 117 millions de dollars. Elle a bénéficié pour sa construction du soutien financier principalement de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne et du Canada. Le centre est géré par la société biopharmaceutique sud-africaine Biovac, la société de biotechnologie africaine et le Conseil sud-africain de la recherche médicale. Comment avancent les travaux de construction du stade de rugby d'Accra devant accueillir les Jeux panafricains 2024 ? Une équipe d'inspection composée de responsables de Rugby Afrique et de World Rugby s'est rendue au Ghana pour évaluer l'avancée des travaux. Marcel Kwasi. Tout comme le football, le marathon ou encore le basketball, le rugby veut également occuper une place primordiale dans les disciplines sportives en Afrique. En prévision des Jeux panafricains prévus du 8 au 23 mars 2024 au Ghana, les autorités du pays et les responsables de Rugby Afrique et World Rugby ont effectué une visite d'inspection des travaux de construction du stade de rugby d'Accra. Rugby Africa a de grands projets pour le développement du sport sur le continent, dont l'un d'encourager les pays et les gouvernements à construire des stades et des parcs dédiés aux matchs et aux entraînements de rugby en même temps. Et il n'y a pas de meilleure façon de le démarrer que celui-ci à Accra, au Ghana. L'infrastructure en cours de construction pour les Jeux panafricains est conforme à la structure de compétition de rugby Afrique. Le stade de rugby d'Accra répondant aux normes des structures de compétition pourrait accueillir près de 20 000 places et disposera d'équipements modernes. Ce stade répond aux normes des stades de rugby et nous voulons féliciter les autorités ghanéennes pour ces efforts et pour ces installations sportives que nous avons sur le continent. Compter le rugby parmi les disciplines sportives en Afrique est important. Cela permettra au rugby d'évoluer et d'occuper une place importante dans le milieu du sport en Afrique. Les autorités ghanéennes ont annoncé en 2020 la construction d'infrastructures sportives adaptées qui pourront accueillir les 25 disciplines sportives des Jeux africains. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.